Monsieur Kandi, qu'est-ce que vous voulez ajouter d'autre? C'est pour sa question. En fait, celui qui demande est-ce qu'on peut poursuivre en justice? Là, vous ne pouvez pas épuiser cette question. C'est un problème qui est sur la table. Il y a toujours des conflits. On arbitre pour. Dans certains pays, on dit oui. Dans d'autres, on dit non. Je crois qu'on n'a pas besoin de s'attarder sur ça. Hein? Je crois. Hein? Mais je voulais juste dire qu'en fait, c'est au consommateur d'être attentif, en fait. Parce que quand il s'agit d'une entreprise formelle, réglementée, il y a des termes à respecter. Je ne lui apprends rien. Il sait que, en fait, pour, par exemple, un paquet de chips, l'entreprise est obligée de mettre dans le notice tous les ingrédients qu'il a utilisés. Il est obligatoire. Maintenant, c'est au consommateur de vérifier est-ce que ce produit est reconnu. En fait, est-ce qu'il a reconnu par Fra, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou bien, oui, les laboratoires, est-ce qu'il est certifié ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est un produit issu de l'entreprise formelle? Donc, vous invitez le consommateur à être plus vigilant. C'est surtout ça, hein? Oui. D'accord, pourvu qu'il ait les moyens d'être vigilant. Hein? Est-ce qu'on peut poursuivre? Donc, l'organisation, j'en ai parlé, l'organigramme. Ensuite, la forme juridique. Alors, vous allez nous dire quelle forme juridique. Je crois que j'ai commenté. Les obligations de l'entreprise liées à son statut juridique, les responsabilités de l'entrepreneur, signature de contrat, entente, assurance, les obligations fiscales, les obligations sociales de l'entreprise. Et là, il y a un ensemble de cadres pour vous permettre de recueillir maintenant les éléments, investissement, coût du projet, comment vous allez financer. Le fonds de roulement, bon, c'est une notion que certainement beaucoup d'entre vous ne maîtrisent pas, mais disons c'est ce qui permet à l'entreprise de fonctionner. C'est donc chose. Pour faire simple, évidemment, les financiers qui vont discuter, qui vont vous montrer, qui vont vous présenter ces éléments-là, vous montreront un bilan, vous montreront les structures de bilan, vous parlez donc de fonds de roulement, de besoins en fonds de roulement, et en ce moment-là, vous l'expliqueront mieux. Je préfère simplement qu'on garde que c'est les moyens de faire vivre l'entreprise. Oui? Non, je préfère ne pas. Vous allez avoir un cours sur le fonds de roulement et en analyse financière. Hein? Bon, vous devez, si vous empruntez, vous devez rembourser. Donc, il y a les caractéristiques ici. Un tableau de remboursement. Bon, récapitulatif des charges. Vous allez donc, sur au moins 12 mois, montrer à quelle charge vous allez être exposé. Je crois que ça aussi, c'est clair. Un compte d'exploitation prévisionnelle mensuel. Combien vous allez vendre, quelle charge, la valeur ajoutée. Je crois que ça, c'est des choses aussi... comment? D'accord. Compte d'exploitation prévisionnelle annuel. En principe, on a un plan de trésorerie. Et je crois que là, vous avez des outils pour au moins aller au bout de votre projet. Et donc, je donnais l'outil. Hein. Je crois qu'il me reste... Est-ce que le groupe 3, si, j'ai donné le document. Hein? Le groupe 2 plutôt. Hein? Je vous ai donné, Madame Si. Hein? D'accord. Bon, maintenant... Je vais survoler un document qui vous sera distribué, c'est sur le business plan. Je vais quand même avoir, oui, c'est plus exhaustif, mais c'est des choses dont je vous ai déjà parlé. Mais il est bon d'avoir un document complet, savoir élaborer un document, son document de projet d'entreprise. Hein? Donc, alors, ça s'appelle un business plan. Comment élaborer un business plan? Vous verrez, c'est présenté donc de manière assez riche. Hein? On définit le business plan. Le business plan est la déclinaison concrète, opérationnelle et chiffrée du business model. Bon, le business model, c'est autre chose. Il y a une dame, je crois qu'elle s'appelle Madame Diallo,
qui doit vous présenter le business model. Donc, il prend la forme d'un document formel de présentation de la stratégie de l'entreprise, de la vision du dirigeant et comment sera implémenté le business model, sa situation financière future, bilan prévisionnel de l'activité, compte de résultats. Donc, à la limite, le business plan devient quand même la pièce d'identité du projet. L'entrepreneur commence d'abord par un travail de réflexion. C'est ce que vous êtes en train de faire. De diagnostic, de synthèse, mise en commun pour concevoir son business model. Ensuite, il planchera sur son business plan qui viendra valider le business model grâce à des hypothèses et des données chiffrées. Bon, ici, on parle de finalité de l'argent, de l'entreprise. Est-ce que c'est de gagner de l'argent? Mais enfin, il faut quand même, pour aller en entreprise, réunir 3 conditions. Avoir une idée de projet à laquelle adhère un marché, incarner les qualités de l'entrepreneur qui réussit, être rassuré sur la viabilité et la rentabilité de son projet et avoir une feuille de route pour la réalisation avec succès de son projet. Alors, en principe, le business plan, c'est un document incontournable dans le milieu de la création d'entreprise. Où est-ce que vous allez? Si vous allez à l'ANPEJ, on vous demandera votre business plan ou on vous aidera à le faire. Si vous allez au FONGIP, la même chose. Si vous allez à l'ADER, la même chose. Donc, à la limite, le business plan est un dossier qui vous permet de coucher par écrit votre projet entrepreneurial. C'est donc un document pour vous. C'est-à-dire que quand on écrit un business plan, il y a quand même le commentaire qui l'accompagne. C'est un document personnel. Et c'est vous qui allez lui donner vie. Vous allez vous présenter devant un jury de structures d'accompagnement ou de structures de financement et vous allez défendre, vous allez faire la plaidoirie de votre projet. Bon, c'est quand même un passage obligé, nous dit-on. Alors, qu'est-ce qu'un business plan? C'est un document d'une 30aine de pages et donc qui va justement présenter le projet. C'est ce qu'on a dit, la présentation du projet, présentation des promoteurs et tout ça, et qui se termine par des tableaux financiers. Comment élaborer son plan d'affaires ou business plan? Avoir une idée de projet à laquelle adhère le marché, incarner les qualités de l'entrepreneur qui réussit, être rassuré sur la viabilité et la rentabilité de son projet, avoir une feuille de route pour réaliser avec succès le succès de son projet. Donc ça veut dire qu'il y a comment élaborer séquence 1, les conditions de réussite, quelles sont les qualités de l'entrepreneur qui réussit, je crois qu'on en a parlé, les causes d'échec. Vous devez, séquence 2, savoir élaborer votre business plan. Séquence 3, nous en avons parlé, savoir élaborer son étude de marché. Je vous ai juste donné une idée de ce qu'est une étude de marché. Ceux qui vont assurer les enseignements de marketing iront dans le détail d'une étude de marché. Quand vous allez passer au stade, si vous êtes sélectionné, vous allez passer au stade où vous êtes encadré. En ce moment-là, vous aurez l'occasion maintenant d'avoir vos questionnaires, d'avoir votre stratégie d'enquête, d'avoir une population cible, d'aller sur le terrain, de revenir et d'avoir des conseils qui vont vous encadrer ici. C'est l'espace de coworking dont on parlait justement. Il y a évidemment l'étude technique du projet, il y a aussi la structure de financement, le plan de financement, il y a aussi le compte d'exploitation. Le porteur de projet et les déterminants de la réussite en business, c'est des choses sur lesquelles on revient simplement, mais on en a parlé. Les causes d'échec d'une entreprise nouvelle. Il y a souvent des problèmes commerciaux. J'ai mal ciblé mon marché. J'ai surévalué la clientèle. Les délais de paiement des clients sont sous-évalués. Il y a une gamme de produits qui n'est pas suffisante. Politique marketing peu adéquate. Il peut y avoir des problèmes de gestion au niveau financier, au niveau de l'échelonnement du plan d'investissement, au niveau de l'estimation des coûts de revient et dans une mauvaise gestion des ressources humaines. Les causes d'échec des entreprises nouvelles, il y a des problèmes techniques.
le produit a été mal conçu techniquement. Donc, il y a des éléments de non-qualité. Il y a aussi, souvent, face à la concurrence, vous devez faire de la recherche pour améliorer votre produit. Il y a aussi il y a des secteurs où la technologie évolue très vite. Il faut régulièrement vous mettre à jour. Et évidemment, on peut faire aussi des erreurs de logistique sur le choix du matériel. Et ça n'arrive pas qu'aux petits. Vous avez de grandes entreprises nationales ou même de grosses multinationales qui souvent justement font des erreurs donc, en ce qui concerne le choix de la technologie. Problème relationnel, j'ai parlé de mésentente entre les associés. Je crois que je vous ai j'ai suffisamment insisté là-dessus. La famille, immixtion de la famille dans le business, ça aussi c'est un problème. Un partenaire malhonnête, ça peut être aussi un problème. Donc les étapes de la création d'entreprise, l'idée, l'étude commerciale, l'étude technique, l'étude financière, le plan de financement, choisir un statut juridique, choix de la localisation, formalité de création, installer l'entreprise, démarrer l'activité. L'idée en soi, elle peut être protégée. Je crois que les idées, j'en ai suffisamment parlé. C'est donc essentiellement ici la protection de l'idée. Ceux qui vont présenter le cours donc, de droit des contrats et de droit des affaires, vous parleront justement des structures qui existent pour faire enregistrer et protéger l'idée. Il est important aussi, quand on définit un projet, de faire son bilan personnel. Il y a une harmonie entre votre idée de projet et vous. J'ai commencé par vous dire, n'allez pas dans un domaine que vous ne connaissez pas. Ça, c'est quand même un premier élément. Mais faites quand même un balayage de l'ensemble de vos préoccupations par rapport à l'idée de projet vécu. Dites-vous, est-ce que je peux être au rendez-vous? Je crois que ça, c'est fondamental. Le bilan personnel, vous avez un ensemble de critères, capacité d'action, résistance physique, solidité psychologique, amour du travail, et les compétences aussi. Est-ce que j'ai les compétences qu'il faut, commerciales, gestion, technique, personnalité, trait de personnalité. Là, je crois que je vous ai donné un outil, bon, malheureusement, je crois que vous ne l'avez pas encore, sur vos compétences, sur vos motivations, sur vos attitudes, sur vos aptitudes. Je crois qu'il faudra être honnête avec vous. Faites-vous aider par votre environnement pour dire « aide-moi à mieux saisir ma personnalité ». D'un point de vue culturel, nous n'avons pas cette habitude-là. Mais le jeune Américain, il va souvent avoir recours à son vis-à-vis pour lui dire « qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que je suis intelligent? Est-ce que je suis bête? Est-ce que je suis quelqu'un qui a le relationnel facile? Est-ce que ceci ?» Parce qu'il considère que c'est en fait des éléments qui vont faire donc ces avancées sur le plan des démarches. Les contraintes personnelles, bon, je crois que contraintes financières, ça, c'est ce que nous partageons tous. Et maintenant, il faut aussi, comme on a dit là, le minimum incompressible. Il y a quand même des revenus auxquels vous ne pouvez pas échapper, à moins d'habiter chez vos parents. Et même si vous habitez chez vos parents, parfois quand même vous avez des obligations. Et puis, on n'a pas envie quand même d'être aussi l'échec de la famille. On aimerait bien, même si on n'a pas un revenu, revenir à la maison et dire « Papa, voilà, cette fois-ci, voilà ma contribution pour l'électricité. Maman, voilà ceci, un parfum pour toi. » Je pense aussi que ça fait partie. Mais à plus forte raison maintenant, si vous êtes en ménage. Si vous êtes en ménage, ça veut dire qu'il faut, que ce soit l'épouse, que ce soit l'époux, il y a quand même une réalité qui est là. Nous devons payer le loyer, nous devons vivre. Si nous avons des enfants, il faut subvenir à l'ensemble des besoins. Comment on fait? Et donc, de ce point de vue-là, je crois que dans les contraintes personnelles, il faudra tenir compte de ça. Alors, pour lever les contraintes personnelles, je crois que là, vous avez un listing assez long.
c'est juste un outil de travail. Après, vous verrez. Hein. Très caractéristique de l'entrepreneur qui réussit, je crois que j'en ai parlé aussi. Hein. Donc, vous allez vérifier, est-ce que vous êtes dans ces caractéristiques. Maintenant, il y a les contraintes inhérentes au projet, en termes commerciaux, le produit, en termes de moyens logistiques, mais en termes réglementaires. Il nous faut vérifier aussi, est-ce que nous sommes au rendez-vous dans ces cas-là. Bon, hommes ou femmes, je crois que j'ai donné des exemples. Les difficultés ou les opportunités qui s'offrent à nous ne sont pas les mêmes si nous sommes hommes ou femmes. Je crois que ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai donné des exemples, mais en ce moment-là, chacun d'entre nous aussi devra faire son voyage intérieur et se dire, qu'en est-il dans mon cas? Il faut nécessairement organiser ce screening pour savoir, moi et mon projet. Harmonie, disharmonie, hein, ma personnalité, le potentiel que j'ai, connaissances et compétences, les expériences. Bon, ça aussi, c'est des choses que vous verrez. La structure du business plan, je crois que vous avez déjà un document. Description, plan commercial, plan des ressources matérielles, plan des ressources humaines, dimension organisationnelle, plan des ressources financières. Donc l'étude commerciale, c'est ce qu'on appelle une étude de marché. Je crois que j'ai quand même donné des idées. Connaître et comprendre le marché, c'est fondamental. Il faut connaître le marché, il faut le comprendre, savoir comment il agit, savoir comment se comportent les concurrents. Quel est votre marché? Là aussi, c'est quand même un problème assez sérieux. Le marché, si vous le définissez par rapport aux produits, il faut quand même faire la distinction, comme je vous l'ai dit. Si vous vendez des poulets à des ménages pour leur consommation, c'est différent de vendre des poulets à un hôtel ou un restaurant. Ici, j'achète pour ma consommation personnelle. J'ai des critères qui sont des critères donc, de choix. Pour ce que j'en sais, par exemple, beaucoup d'hôtels et de restaurants ne veulent pas de poulet qui dépasse 1,2 kg, 1,3 kg. Parce que la plupart du temps, c'est par rapport à la chair, mais parce que aussi, ils l'utilisent grillé. Si vous allez dans le domestique, les gens préfèrent 1,8 kg, 2 kg, certains même vont vous demander 3 kg. Donc, quel est mon marché? Vous ne pouvez pas dire que je suis dans le marché des poulets. Celui qui vend à une clientèle domestique n'est pas dans le même marché que celui qui vend à un restaurant ou un hôtel. Les moyens pour y arriver sont très, très, très différents. En termes d'hygiène qualité, on ne se positionne pas de la même façon. En termes de prix, on ne se positionne pas de la même façon. L'hôtellerie ou la restauration peut parfois même offrir un plus prix parce qu'ils seront très regardants sur la qualité. Ils voudront aussi une livraison. Ils voudront dans bien des cas aussi un certificat phytosanitaire ou ceci ou cela. Ils voudront dans bien des cas aussi qu'on leur fasse crédit. Ils payent à 30 jours ou 60 jours. Donc si vous êtes un petit, vous avez une clientèle domestique, vous avez l'habitude d'être payé dès que vous livrez. Si vous vous hasardez sur un terrain, restaurant ou hôtellerie, où vous allez livrer votre produit, vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, vous avez besoin d'encaisser pour aller acheter d'autres poussins et vos aliments, vous êtes en train de planter votre entreprise. Hein? Donc, je crois qu'il est fondamental de comprendre que parfois, il vaut mieux rester petit, aller vers une clientèle domestique. La clientèle domestique, elle me paye comptant. La clientèle domestique, elle me demande des poulets de 2 kilos. C'est là que je m'en sors. Que d'aller vers une clientèle professionnelle, hôtel, restaurant, j'ai moins de bénéfices parce qu'ils vont me demander une remise. En plus de ça, je devrais financer des frais financiers sur 2 mois ou 1 mois. En ce moment-là, on est en train de grandir son affaire, mais on est en train de la fragiliser. Donc je crois qu'il y a là
ces notions. Je m'excuse, laissez-moi terminer et puis après vous posez les questions. D'accord? Connaître le marché, bon, je crois que là, adapter le produit à une clientèle ciblée, vérifier l'existence, je crois que ça c'est des choses, c'est simplement un accompagnement qui vous permet quand même de donner réalité et de donner corps à ce qu'on a dit. Mon objectif n'est pas de faire le cours de marketing, il y a des gens qui le feront. Donc, caractéristique de la demande, c'est qu'on vous permet quand même, avec des questions, au moins que vous allez vous poser, de revoir tout ça. Caractéristique de la demande, quel type de clientèle, je crois que c'est ces choses. Les méthodes de base d'une étude de marché, certainement qu'on vous donnera les méthodes de sondage, les méthodes d'enquête pour saisir un marché. Donc, aussi bien vis-à-vis de la clientèle que du réseau de distribution. Étudier un marché, c'est étudier la clientèle, étudier le réseau de distribution, étudier les concurrents. Et donc, il faut toujours avoir des outils. Là, on est dans des domaines qui sont quand même assez techniques, puisque c'est des techniques statistiques. Il faut pouvoir constituer un échantillon. Il faut savoir faire un questionnaire, ce n'est pas évident. Et il faut maintenant, au retour du questionnaire, analyser les données, les exploiter, et il y a des outils. Ceux d'entre vous qui sont statisticiens savent qu'il y a des outils d'analyse, Sphinx, SPSS et tout ça qui vous permettent de... Si vous ne les avez pas, essayez de trouver une structure qui peut vous accompagner parce qu'en général, c'est des choses qui coûtent excessivement cher. Mais un copain qui est statisticien, avec un copain pharmacien qui vous installe une maquette de questionnaire et que vous allez utiliser et puis après qui vous aide à analyser, vous donner des résultats. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut souhaiter. Bon, en général, vous vous y retrouvez. Analyse de l'offre. Alors, qui offre le produit, qui est sur le marché réel, ça veut dire moi, mais également mes concurrents. Quels sont les produits disponibles sur le marché? Quels sont les concurrents? On a dit direct, indirect. Bon, la notion de concurrence directe et indirecte mérite d'être précisée. Admettons, je suis dans le poisson. Si le poisson devient rare et très cher, certains ménages peuvent être tentés de dire « je vais acheter du poulet ». Donc, en fait, le poisson a comme élément de concurrence indirecte le poulet. Les vendeurs de fruits aussi savent que quand il y a une période d'affluence de mangue, les bananes ne se vendent pas. Ils commandent moins de bananes parce qu'il y a une concurrence indirecte. La concurrence directe, c'est quand ça porte sur le même produit. Les aspects à prendre en considération concernant les concurrents, je crois que là aussi, méthode d'investigation de l'offre, bon, comment évaluer le chiffre d'affaires, je crois que là aussi, c'est des choses sur lesquelles donc, les cas pratiques que vous êtes en train de faire vont vous permettre de... Stratégie marketing, on parle de segmenter, de cibler, mais on parle même de positionnement, heureusement qu'on en a parlé. La segmentation, c'est avec des critères géographiques, sociodémographiques, psychographiques et de comportement. Le ciblage, comment ça se passe aussi, je crois que c'est des choses. Le positionnement, nous en avons parlé. Quelles actions commerciales, quelle est notre politique commerciale? Nous avons parlé des 4P, le marketing mix. Quelle politique de produits? Je crois qu'on en a parlé, prix, distribution et communication. Alors, la communication interne aussi est assez importante. À partir du moment où vous commencez à être nombreux, il est important de communiquer au sein de l'entreprise. La mise en œuvre du mix, là aussi, c'est juste des schémas qui vous permettent d'avoir une vue globale, une cartographie d'une stratégie marketing. Bon, étude commerciale, comprendre le marché, élaborer une stratégie marketing et élaborer des actions commerciales. Bon, l'étude technique, c'est ce qui est spécifique au secteur. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister. Chaque secteur a ses particularités. Et étude technique, quel local pour l'exploitation, évidemment. Selon le secteur aussi, on aura un endroit qui est approprié ou pas.
Le personnel, je crois que j'en ai parlé aussi, on a très peu de moyens et donc il nous faut justement essayer. Bon, l'étude financière, c'est justement la structure du bilan, c'est aussi l'exploitation prévisionnelle. Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer le projet? Est-ce que nous pouvons les réunir? Comment nous allons financer? On va projeter les recettes, sont-elles suffisantes pour couvrir les différentes charges? On ne veut pas vendre à perte quand même. Programme d'investissement, financement initial, je crois que ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut passer. Besoin en fonds de roulement. Bon, là quand même, on est un peu plus généreux. On vous présente un bilan en vous parlant d'actifs circulants et de passifs. C'est-à-dire que les financiers vous disent que dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle des capitaux permanents. C'est quoi? Quand vous construisez une entreprise, vous apportez des fonds propres. Il y a comment? Quand une banque vous prête de l'argent à rembourser sur 5 ans, c'est quand même des capitaux qui durent dans l'entreprise. Donc on considère que les capitaux propres et les dettes à long et moyen terme vont constituer des capitaux permanents parce que ça dure. Ce qu'on est en train de vous enseigner, c'est que si vous avez des capitaux permanents, vous pouvez les immobiliser. C'est quoi immobiliser? Vous pouvez par exemple acheter une unité de production. Vous pouvez bâtir une usine. Mais si c'est de l'argent qu'on vous prête à court terme, comme ici, le banquier vous prête de l'argent à court terme, ou le fournisseur vous fait un crédit fournisseur, vous prenez, vous achetez une voiture ou vous achetez, construisez un atelier, il y a un déséquilibre. Et c'est justement, le fonds de roulement, c'est le différentiel entre des capitaux permanents et l'actif immobilisé. Si vous avez donc acheté des biens immobiliers avec des capitaux permanents et vous avez un delta qui vous reste, et ça vous permet maintenant de financer le passif ici. Les fournisseurs, il faut les payer. Le banquier à court terme, il faut le payer. Et c'est ça qui permet aussi de financer ce qu'on appelle l'actif circulant par rapport à l'actif immobilisé. Il circule parce qu'il n'est pas immobilisé. Même un stock de produits peut devenir très rapidement de l'argent si on le vend. Un immeuble n'est pas destiné à être un actif circulant. Une marchandise, par contre, vous avez un stock de marchandises, dès que vous vendez, ça circule. Les créances clients, quand ils payent, quand les clients, ils vous payent comptant ou ils vous payent à crédit, là aussi, ça devient de l'argent qui circule. Il y a une trésorerie. Ce que vous avez en banque et caisse, évidemment, c'est donc aussi de l'argent disponible. Et pourquoi il parle de fonds de roulement? C'est les ressources permanentes par rapport aux immobilisations nettes. C'est peut-être pas encore clair pour vous, mais vous avez des analystes financiers qui viendront à la rescousse. C'est que certains d'entre vous aussi sont de grands spécialistes. Le besoin en fonds de roulement, on le décrit par rapport à ces fonctions. Ouais. Besoin en fonds de roulement. Programme d'investissement, c'est ce que vous allez... Donc, c'est les équipements que vous allez acquérir, c'est les immeubles et tout ça. Un compte d'exploitation prévisionnelle et on projette l'entreprise pour dire quel va être notre chiffre d'affaires, quelles vont être nos charges et quelle va être la rentabilité, résultat prévisionnel. Et puis, certainement, il y a quand même un tableau récapitulatif. Et puis, ensuite, un tableau de trésorerie. Non, on ne l'a pas mis. Voilà, rapidement balayé. Donc, ce qu'est un business plan, certains diront très rapidement balayé, mais nous avons très peu de temps. Et vous aurez des cours spécifiques dans ces domaines-là. Mais il faut que je vous mette dans le parfum global. Je crois que les résultats de vos travaux vont montrer est-ce que vous êtes dans le parfum. Mais il me semble que, quand même là, on est arrivé à un résultat dont on peut se satisfaire. Vous êtes au moins dans l'air du temps. Et puis le reste, maintenant, vous allez piocher ici et là pour voir marketing, gestion de ressources humaines, juridique.
Si il faut vous rendre à l'évidence que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une école maternelle. Les uns et les autres, vous allez fonctionner différemment. Parce que certains vont s'y consacrer. D'autres n'ont pas le temps ou ils n'ont pas envie. Et je crois que quand on vous donne des outils, vous avez un cadre global aujourd'hui. On vous dit qu'il faut étudier un contexte. Vous pouvez aller chercher dans le net, vous pouvez aller chercher des documents, collecter des informations, demander à des experts quelle est l'analyse qu'on peut faire de l'environnement par rapport à tel projet. Est-ce que le contexte est favorable? On vous dit attention, l'enjeu essentiel c'est vous. Est-ce que vous êtes l'homme qu'il faut? Là, vous faites votre bilan. Si vous avez des insuffisances, est-ce que vous êtes prêt à vous amender et à vous améliorer? Et ce n'est pas terminé. Est-ce que le marché va adhérer? Là aussi, c'est tous les éléments pour connaître le marché, pour agir sur le marché, mais pour continuer donc à exister de manière durable sur le marché. Mais alors, est-ce que nous allons trouver la structuration de financement adéquate? Là aussi, vous allez comprendre qu'un bilan, c'est quelque chose de structuré. Quand on vous finance, il y a un apport en fonds propres. Et il y a un crédit qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vos parents peuvent vous apporter? Si vous vous associez avec un ami, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les structures de financement qui peuvent vous aider? Et ensuite, un compte d'exploitation prévisionnel. Si je projette le projet, est-ce qu'il va être rentable? Est-ce qu'il va être viable? S'il l'est, je peux peut-être commencer maintenant à rédiger mon business plan et à commencer à l'introduire auprès d'interlocuteurs qui peuvent m'apporter une réponse par rapport à ce que j'attends. Donc, nous avons fait quoi? 5 demi-journées, c'est ça? 5 demi-journées, vous avez fait quand même l'économie de tout l'entrepreneuriat. Je crois que en ce moment-là, vous êtes bien outillés, à vous de donner une dimension. Maintenant, je suppose que les travaux pratiques que nous allons poursuivre tout à l'heure vont nous donner l'occasion au moins de mettre en œuvre, de nous auto-enrichir et moi aussi d'apporter des compléments. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Oui, allez-y. Tantôt, vous parliez de la commercialisation des poulets. Par exemple, vous avez comparé la commercialisation dans les restaurants et hôtels, mais aussi dans les ménages. Par exemple, quand on est petit et on veut vendre aux ménages, il y a un petit problème de logistique qui se pose. Par exemple, on ne peut pas aller sur tous les ménages pour essayer de vendre ce produit-là. Donc, comment faire pour écouler ce produit à moindre coût tout en étant petit? Vous avez une expérience d'élevage de poulets? Oui. Oui. Vous n'avez pas une petite moto qui vous permet de mettre un carton et d'aller livrer? Je dis qu'on est très petit même. Vous n'avez même pas une moto? Non, non. Vous pouvez prendre le car rapide? Oui. Vous pouvez mettre vos poulets dans le congélateur de votre maman, non? Oui, bien sûr. Vous pouvez commencer par vos voisins. Pourquoi aller chercher plus loin que dans votre famille? D'accord. Faites le tour du quartier. Damay jaay ganaar, baay ganaar. L'affiche devant sa maison. Mais maintenant, la prospection aussi physique. Allez dans chaque maison, si vous achetez, ou bien même vos copains dans le quartier. Boy, waxal sa yaay ne ko damay jaay ganaar. Sa maman peut peut-être aider, ses sœurs peuvent aider, ses amis peuvent aider. Vous pouvez aussi aller souvent, vous allez dans certains services, ils ont des coopératives. Vous y allez, vous vous entendez avec la coopérative ouvre un point. Les gens passent, ils emplissent une fiche pour dire je veux 10 poulets, 5, ceci ou cela, selon le prix. Maintenant, c'est la coopérative qui vous paye à la fin du mois. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Hein? Merci. Maintenant, il y a des gens aussi très intelligents. Vous savez que certains n'ont pas les moyens d'acheter un poulet entier. Mais si vous découpez en deux, combien vous vendez vos poulets? On les vend le poids net
on le vend à 2500. Le poids net, c'est quoi? 2500, ça fait quoi? 1 kg? Lorsque c'est déplumé et éviscéré. Oui, d'accord, mais ça pèse combien? Ça pèse, bon, ça dépend de la durée, mais ça peut peser jusqu'à 1,9 kg à 800. 1,9 kg, 800, 2500. Oui, oui. Hein? Oui, lorsque c'est déplumé, éviscéré et emballé. D'accord. Oui. Donc, emballé, c'est propre, c'est Voilà, voilà. bien nettoyé. D'accord. Bon, a priori 2500, vous êtes compétitif à 1,8 kg. Si on regarde ce que la CEDIM, une des sociétés de la place, propose aux gens qu'ils encadrent, ben, vous avez un prix relativement compétitif, des deux côtés d'ailleurs. C'est intéressant pour le consommateur, c'est intéressant aussi pour vous, puisque si c'est vendu dans les supérettes, ben, rien que le kilo, il dépasse les 2000. Hein. Il est à 2290 pour une marque, 2225 pour une autre marque, 2100 pour une marque. Si vous nous dites à 1,8 kg, vous êtes à 2500, c'est sûr que c'est meilleur marché que ces gens-là. Donc, il suffit simplement de vous créer une clientèle de proximité. Mais vous commencez ici aussi. Hein. Il y a des gens qui achètent des poulets, là. Hein? Il y a des gens qui achètent des poulets. Il y a des gens dont les parents achètent des poulets. Et rien ne vous empêche de dire à votre petite sœur de vous faire des sandwichs au poulet quand on fait le break à 11h. Ça pourra se faire. Ça peut se faire, bien sûr. Je vous ai dit, non, il y a 2 ans. Non, il y a même... Oui, je crois, il y a 2 ans. Il y avait des filles, là. Elles étaient très sympathiques d'ailleurs. Elles étaient 2. Premier jour, quand elles ont vu, elles ont commencé à faire des beignets. Le lendemain, elles amènent beignets plus café. Le lendemain, beignets, café, attaya. Et puis, la semaine qui suit, bissap, ginger. Mais quand elles partaient le soir, elles avaient au moins 50 000 à 100 000 dans la poche. Hein. Elles ont été d'ailleurs les premières à être financées. Maintenant, oui. Mais l'argent, quand même, il faut... J'ai un oncle qui était... Il était pingre, il aimait l'argent. Il repassait ses billets de banque. Il me dit, lui, il repasse. Hein? Il aimait bien les billets neufs, mais il est mort milliardaire. Hein? D'accord, oui. J'ai une question concernant le choix du nom de l'entreprise. Oui, parce que, comme on le sait tous, il faut que le nom soit évocateur. Et il faut qu'il permette facilement de savoir c'est quel genre de service ou produit qui est offert. Maintenant, dans notre cas, par exemple, on peut chercher un nom qui sera en langue wolof, de façon à ce que les clients puissent facilement, quel que soit leur niveau d'éducation, savoir à quoi ça fait référence. Mais en même temps, parce que vous avez par exemple donné des exemples de personnes qui ont eu après à faire des collaborations avec des laboratoires ou des entreprises internationales. Donc il faut que de leur côté aussi, ce soit possible que le nom puisse leur évoquer quelque chose pour qu'ils puissent s'intéresser d'abord à la société et savoir qu'est-ce que vous faites pour pouvoir avoir un partenariat. Donc sur ce point-là, qu'est-ce que vous préconisez? De favoriser que le nom soit évocateur du point de vue des clients ou du point de vue des potentiels partenaires à l'extérieur, ou un moyen de concilier les deux? Toyota, vous connaissez? Toyota, oui. Oui, ça veut dire quoi? Aucune idée. C'est japonais, hein? C'est pas chinois. Ah, je pensais que c'était chinois. Ah bon? Merci, non. C'est bon. Ah, maintenant, vous amenez vos pastèques, vous partagez ça entre vous, le club. D'accord. Vous voyez, hein, ils font de la ségrégation là-bas. Hein? En fait, oui, allez-y. Bonjour tout le monde. En fait, la semaine passée, dans votre cours, vous avez dit qu'il faut s'approcher des experts pour prendre leur avis. En fait, moi, je suis un agriculteur. Et pendant le week-end, je voulais m'approcher des experts
pour voir. Après, il y a deux façons d'experts. Il y a des experts en agriculture qui sont des ingénieurs et il y a ceux qui ont été formés sur place. Mais souvent, les deux avis sont diamétralement opposés. J'ai consulté les agriculteurs et en même temps les ingénieurs. Et les avis sont diamétralement opposés sur un point de vue. Donc, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'approcher des ingénieurs qui viennent de sortir de l'école ou bien de s'approcher des... Qui viennent de sortir de l'école. Ça, oui, je il y le a dis. quelques années. Ça, je ne le dirai pas. Je prendrai des ingénieurs. Ils ont quelques années d'expérience. Ah, Mais- ceux qui ont quelques années d'expérience. Oui, mais les agriculteurs qui ont fait quand même plus de 10 ans, 20 ans, 50 ans même dans un milieu. Mais j'irai vers les deux. En fait, mais les avis sont diamétralement Si j'ai un avis divergent, je cherche un troisième avis. opposés. Qui lit le mort, qui lit le mort, lu ci sa xalaat. Oui. Donc c'est ça que je voulais savoir. Comment faire pour distinguer, bien, comment faire pour avoir les bonnes avis quand même. Vous savez, l'expertise, c'est un domaine quand même assez délicat. Même au niveau du tribunal, il arrive qu'il y ait des jugements pour dire est-ce que vous avez le droit de vous faire appeler expert. Hein? Mais un expert, c'est un sachant. Qui jaay caaf di lakk caaf bés bu nekk mu jaay ko ku ko gën nekk expert u caaf. Il y a donc des termes qui sont consacrés, il y a des monopoles légaux. Par exemple, une expertise médicale, hein, là, vous êtes docteur en médecine. Vous n'avez pas le droit de vous faire appeler docteur en médecine si vous n'avez pas donc, les éléments auxquels il faut satisfaire. Mais docteur en quelque chose, vous avez Balembeng, docteur en montre. Il est à Sandaga depuis, je crois qu'il est même mort. C'est ses enfants qui sont là-bas. Donc, à la limite, l'expertise aussi, c'est quelque chose d'assez délicat. Mais un dire d'expert n'est pas un dire de bon sens. Ce n'est pas aussi intime conviction. Un dire d'expert, c'est-à-dire 10 experts auxquels on expose le même problème, si ils n'ont pas la même conclusion, c'est qu'il y a certains d'entre eux, pour la plupart, qui ne sont pas experts. Donc, de ce point de vue-là, bon, l'expert ne veut rien dire. C'est un sachant. Mais vous avez dit tout à l'heure que le sachant doit être un pratiquant. Parce que aussi la pratique améliore le niveau de connaissance, relativise donc la pratique à ce niveau-là. Mais si vous êtes à la quête de la bonne parole, moi je dis, je ne me suffirai pas de ça. Un tel m'a dit, un autre m'a dit. Mais je vais aller voir un tiers pour lui dire, jusqu'à ce que... Surtout que si ce qu'ils me disent peut avoir des conséquences assez importantes dans mon affaire, je prendrai le soin de vérifier à plusieurs niveaux avant de me faire une religion. N'est-ce pas? Oui, il y a quelqu'un qui a... Ouais. Bonjour à tous. En fait, moi, je viens de démarrer une nouvelle activité et je suis novice en la matière. Et je fais, dès mes premiers jours, je fais face à un dilemme. C'est-à-dire, j'ai démarré une activité de vente de paille d'arachide, là où j'habite. Vous habitez où? J'habite à Apix, derrière Kermassar comme ça. Apix? Yeah, oui. C'est derrière? Kermassar, Antoine Peul et Kermassar. C'est presque... D'accord. Et là, on fait de l'arachide ou pas? Paille d'arachide. Je dis, est-ce qu'on fait de l'arachide? Sur place? Oui. Non. Donc vous allez chercher de la paille d'arachide ailleurs? J'ai envoyé de l'argent à mon petit frère qui est à Kaolack. Il est allé dans la zone de Kolda pour chercher un camion et il me l'a convoyé à Dakar. Le sac, il vous le charge à combien? Sur place, c'est à 1500 plus les autres frais. C'est le grand sac vide, bien rempli? Oui, le sac vide. Et tu payes le sac vide à 300 et plus les gens qui vont charger les sacs. Et après, on paye aussi le camion et convoie à Dakar. Attendez. Le sac chargé de paille d'arachide vous revient à 1500, c'est ce que vous payez aux paysans, hein? Le paysan, on le paye pour le sac à 1500. 1500, d'accord. Il faut acheter le sac vide comme ça. 300, ça fait 1800.
Voilà, plus les gens qui chargent, vous leur payez combien? C'est 200. C'est 200. Vous avez donc le 2000. sac. Vous avez le sac qui vous remet à 2000 Voilà. sans coût de transport. Sans coût de transport et sans coût des gens qui vont charger le camion. La manutention. La manutention. D'accord. Quand ils chargent, Voilà. on leur paye combien par sac? Ça, on l'appelle le pilage dans le jargon, je ne sais pas, mais on dit que le petit frère m'a dit que il a payé pour chaque sac à 200 francs également. 200 francs. Ça fait 2200 par sac. Voilà. Et maintenant, le transport. Le transport, c'est un peu coûteux parce que j'ai payé pour chaque sac, parce que la zone, c'est assez loin, c'est vers Kolda, dans les villages là-bas. 800 le sac. Moi, au début, quand on me l'a dit que l'activité est rentable, je pensais que le sac, le transport n'allait pas être aussi coûteux. Mais Ça fait 3000 le sac. Le sac livré. 800, oui, ça fait 3000. Ça me revient Le sac qui vous est livré à Kermessar, il est à 3000. Ouais, si on fait le total. Vous achetez trop cher. Voilà, moi, puisque je suis novice, on m'a suggéré de rentrer dans cette activité et truc. Donc, je suis paysan, mais je n'ai jamais exercé cette activité-là. Parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire de l'agriculture et tout. Mais, puisqu'on me l'a conseillé, c'est juste mon petit frère qui avait un peu de connaissances sur ça, il me l'a conseillé et tout. Je lui ai donné de l'argent. Maintenant, arrivé à Dakar, quand j'ai fait le total, ça devient très coûteux pour moi. Actuellement, ça fait 3 jours que j'ai exposé le camion là-bas, je suis en train de vendre. Maintenant, j'essaie de vendre à 3800 le sac, ou 4000, des fois je parviens à vendre 4000. Mais quand je fais... Le problème, l'autre hic qui se pose, c'est ça même mon inquiétude, c'est que le sac n'est pas très très rempli, c'est pas plein. Et c'est ça qui dissuade un peu les acheteurs. Donc je suis dans ce dilemme-là, comment faire pour parvenir à écouler ce stock-là, et que, puisque les sacs ne sont pas pleins, ça n'attire pas trop la clientèle. Donc c'est ça mon inquiétude. En principe, sur le marché, des sacs bien remplis sont dans une fourchette entre 3500 et 4500. Maintenant, si votre prix de revient, c'est déjà 3000, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Moi, oui, vous voulez lui faire des suggestions? J'ai oublié, il y a un autre coût, c'est le coût pour décharger également, j'ai payé 35 000 pour décharger. 35 000. Et 22 000 sur la route parce que je pense à chaque montage, tu payes 2 000. Donc moi, quand j'ai fait le total, ça fait 50, est-ce que je vais ça fait 57 000 sur combien de sacs? Hein? Vous avez payé 35 000 et 22 000, c'est ça? Oui. Ça fait 57 000. Pour combien de sacs? Pour 607 sacs. 607 sacs, donc on dit 57 000 divisé par 600. Prenez le machin. Hein? Vous y connaissez, ou bien? Oui, d'accord, on va vous donner la parole. Hein? Oui. Comment? Vous avez une proposition. D'accord, on va vous donner la parole. À ce moment-là, par exemple, s'il veut vendre ça à ce moment, bon, il va perdre. Mais s'il laisse jusqu'à à peu près le mois de juillet, ça, le sac peut lui revenir à 10 000 francs, à 8 000 francs. J'ai acheté à la fin au mois de juin un sac à 10 000 francs pour nos bétails. Ici Oui, mais quand vous lui dites de garder ça aussi, la paille, c'est quand même de la trésorerie qui dort. Ce qu'il souhaiterait, lui, c'est faire tourner son stock, peut-être vendre au moins 2-3 fois avant d'arriver à la période de soudure. C'est-à-dire que la période dont vous parlez, c'est une période en général quand on est loin des périodes de récolte et la tabaski est en train de se rapprocher. Bon, là en ce moment-là, on a des prix fous. Hein? Oui? La pause. Oui, après. On a des prix fous. Et en ce moment-là, évidemment, c'est la chance des spéculateurs. Mais en général, pour spéculer, il faut avoir les moyens de garder, il faut avoir des moyens de trésorerie. En général, ceux qui spéculent,
ils attendent les dernières périodes d'achat, ils stockent et en ce moment-là, ils peuvent spéculer. En fait, je voudrais contribuer quelque chose parce que je l'ai fait. En fait, mais au début, ils devaient recruter des gens pour charger ça. Ils devaient bien mettre ça dans les sacs. Si vous recrutez des gens, si vous faites ça pour vous-même, vous pouvez bien remplir les sacs. Et si vous venez à Dakar, un sac, vous pouvez... En fait, pour 3 sacs ou bien 4 sacs, vous pouvez avoir 5 sacs si vous le faites. D'accord. Donc, vous lui suggérez d'améliorer, d'avoir des gens à lui pour charger les sacs. Oui, à lui-même de superviser ça. Moi, quand je le fais, c'est moi-même qui supervise ça. Et je dis que si vous faites ça, parce que le vendeur, l'agriculteur, ne contrôle pas ça. Il va venir et compter les sacs seulement. Donc, à vous de remplir ça à votre guise, de faire ça au maximum. Si vous le faites, donc si vous venez ici, vous avez des chances. Bon, on va peut-être arrêter sur ce problème de paille. Oui. Oui, moi, j'ai quelques inquiétudes à lui demander. Monsieur, je ne sais pas, Monsieur Ndiaye, oui. Mon problème, c'est les contraintes par rapport à la distance. Donc, vous êtes allé jusqu'en Kolda, jusqu'en fin fond Sénégal, voilà, au sud du Sénégal, pour chercher quelque chose qui existe donc dans la zone arachidière. Vous avez dépassé Fatick, vous avez dépassé Kaolack. C'est la zone arachidière. Vous lui conseillez de se rapprocher du point de vue zone de collecte. D'autant plus qu'il y a des contraintes donc de montage. Son petit frère est Et à Kaolack, oui. Pourquoi ne pas se limiter? C'est ça mon inquiétude. D'accord. Je crois que il y a les montages sur la route. D'accord. Le conseil, donc on vous recommande le remplissage des sacs, de rapprocher votre zone de collecte, d'autant que votre frère est à Kaolack. Pourquoi il s'est éloigné pour aller à Kolda? Allez-y. Au niveau du rapprochement vers la zone Kaolack, exactement, là aussi, les sacs sont très très chers. Ça avoisine 3 000 le sac. À Kaolack? Oui, Kaolack et les villages environnants de Kaolack. Ça avoisine 3 000. Et 3 000 plus frais de transport de Kaolack à Dakar aussi. Je pense que le sac là-bas, c'est 500 ou 300 comme ça pour le transport. Donc, si on ajoute tout cela, ça revient presque au même. Moi, ce que je demande à l'endroit de l'assistance, si quelqu'un peut me conseiller, c'est de trouver une zone vers Kaolack ou bien pas loin de Kaolack, où je pourrais trouver des sacs, peut-être à 2000 ou 1500, ça ferait l'affaire. S'il y a quelqu'un dans les parages qui peut me... Attendez, je prends l'avis de ces dames et je clôture. Je conseille d'augmenter le prix parce que 3800 c'est peu. Vous voulez lui conseiller d'augmenter le prix? Oui, hier, à la radio, j'ai entendu le ministre de l'Agriculture dire que dans le bassin arachidier, comme s'il vous plaît, c'est coûteux, ça 4000, 5000. Arrivé à Dakar, le ministre a dit que dans le bassin arachidier, la paille d'arachide... On avait posé la question pour lui dire que pourquoi dans ces zones, c'est trop coûteux. Du moins, il a dit, c'est 3800 là-bas, 3000 ou 3800 là-bas. Arrivé à Dakar, il peut vendre 5000, 6000, mais 3800. Mais qui va lui acheter à 5000, 6000? Est-ce que vous êtes sûr? Non, tous. Les intervenants qui ne s'y connaissent pas là, les jardiniers du dimanche, vraiment merci. Non, l'histoire de la paille d'arachide, c'est un problème très complexe. Ce qui est sûr, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a au moins des erreurs dans la démarche. La zone de collecte gagnerait à être mieux prospectée. Ça m'étonnerait qu'à Kaolack, vous ne puissiez pas trouver meilleur prix. Moi, je connais des gens qui sont des grossistes en matière de paille d'arachide. Dans la zone arachidière, ils collectent à 1000 francs le sac. Hein? Et donc, moi, j'en connais là. Comment? Non, dans la zone, c'est-à-dire que c'est des gens quand même qui n'attendent pas les récoltes pour acheter. C'est des gens qui négocient avec le paysan en disant jaay ma sa naka tudd sa ngooñ ñaata hectare nga am def naa ci sàngam. Vous ne connaissez pas la fouille?
Ah, votre mari. Comment il s'appelle? S'il Voilà. vous plaît. En fait, avec les agriculteurs, après l'hivernage, ils ont une manière de que leur taille, c'est-à-dire des nappes. Tu achètes le nappe, c'est-à-dire quand tu achètes ça, ça te revient à 1000 francs. Mais si tu... parce que c'est un... Si, je suis de Koungheul, dans le bassin arachidier. D'accord. Là, vous serez le dernier intervenant. Et laissez-moi, je voudrais... Oui. Monsieur, mon mari, il part jusqu'à après Nyoro. Là-bas, il paye les gens en période de soutien. Tu les finances et après la récolte, il laisse la part et tu viens récupérer. Le sac, il te revient à 1000 francs. Et tu mets ça... D'accord. Tu mets ça dans les bus qui partent vers Dakar. S'il vous plaît, mettez-le en relation avec votre mari. Comme ça, il saura au moins. Hein? Oui, allez-y. C'est comme ce que madame a dit. Souvent, durant les périodes de soudure, voir les mois de mai, juin, juillet, là où au village, les conditions de vie deviennent très difficiles. Voilà. Les commerçants viennent donner de l'argent aux agriculteurs et après la récolte, voilà, ils vont collecter tout ce qui est pas. D'accord. Ils achètent avant à 1000 francs. Mais après les récoltes, les sacs vont coûter 2500 à 3000. Après les récoltes, donc il n'a pas choisi sa période d'achat, il faut donc acheter avant les récoltes. D'accord. Monsieur le Président, mais peut-être vous n'avez pas besoin de lire, hein. Si vous pouvez juste nous faire un état d'avancement, jusqu'où vous êtes, combien de temps il vous faut pour finir, parce qu'il me faut peut-être mettre un mode d'organisation dans tout ça. Hein? Donnez-moi juste 5 minutes pour faire le tour des groupes. Je veux en 2 minutes que vous me disiez où est-ce que vous en êtes. Allez-y, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bon, par rapport à l'avancement de notre projet, nous avions travaillé en harmonie. Depuis hier, on est en train de travailler. Même le soir, on était en train de travailler via WhatsApp. Ouais. Maintenant, on avait parlé de la description du projet. Il y avait aussi un groupe qui était chargé du plan commercial et marketing, c'est-à-dire la faisabilité commerciale et marketing. On avait aussi un deuxième groupe qui a parlé du plan des ressources matérielles et faisabilité technique. Et il y avait aussi un dernier groupe qui parlait du plan des ressources humaines et dimension organisationnelle. Où en sont ces groupes? Est-ce qu'ils ont avancé dans le travail? Oui, tous les groupes ont terminé, mais il nous reste de finaliser et de pouvoir... Vous devez faire une synthèse. Voilà. D'accord. Maximum, il nous faut 1 heure de temps à 1h30 minutes. Disons 1 heure? 1 heure? Oui, donc ils ont dit 1 heure de temps, c'est bon. 1 heure, c'est bon? Oui, 1 heure, c'est bon. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Madame la Présidente, où en sommes-nous? Je donne la parole à nos rapporteurs. Oui, on a fait pareil, on a travaillé par groupe, on a réparti... Mais vous n'avez pas veillé tard, hein? Les autres ont veillé tard. Hein? Ah, si, j'ai dormi trop tard. Hein? Donc, il reste à faire le récapitulatif. Tous les groupes ont terminé. Vous êtes en train maintenant de faire la scène. Une seule partie, quoi. La partie qui reste, c'est quoi? C'est les chiffres d'affaires. Ouais, pour savoir les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires annuels. D'accord. Mais si vous ne les avez pas, vous les cherchez, Madame la Présidente. Il faut prendre au sérieux ces idées de projet-là. Ça m'étonnerait que vos projets individuels fassent mieux que ces projets-là. Ces projets-là sont des projets à plusieurs centaines de millions, je les sens là. Hein? Et donc vous auriez intérêt à les poursuivre. Je ne sais pas quels sont les plus opportunistes d'entre vous pour prendre le projet à leur compte, mais je serais à votre place, je l'aurais fait. Hein? Je dis à tous les autres, je vous désintéresse. Gars, je vais vous donner 100 000, vous avez un projet, quoi, après, hein? C'est bon. Allez-y. Dans le groupe 1, actuellement, on a déjà mis tous les... on a déjà synthétisé en fait tout ce qui était partie 1, 2, 3, 4. Ce qui nous reste à faire actuellement, c'est l'étude financière pour finaliser. D'accord.
Oui. Donc, il vous faut valider toutes les autres parties. C'est ça, avec et ensuite faire la partie financière. Qui est la plus compliquée. D'accord. Voilà. Très bien. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que visiblement, je voudrais quand même partager avec vous mon sentir là. Les 3 projets que je vois dérouler ici, là, ça m'étonnerait qu'à la fin de votre parcours, vous ayez des projets meilleurs que ceux-là. Hein? Et donc, j'aimerais bien qu'on les poursuive. Je vais voir avec l'administration du PSEJ comment est-ce qu'on peut vous donner le temps vraiment de collecter toutes les informations et choses. Et moi, je vous mettrai en compétition ou alors j'essaierai peut-être de faire de la médiation pour l'ensemble des 3 projets, pour peut-être avancer, obtenir des subventions, éventuellement un financement. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse finaliser aujourd'hui. Hein? Donc, si vous êtes d'accord, moi, je m'adresse à l'administration du PSEJ pour leur dire que je pourrais peut-être accompagner. Et maintenant, quand les projets seront au point, en ce moment-là aussi accompagner pour peut-être obtenir des subventions, des financements ou ceci ou cela. Mais après, on vous informera. Hein? Mais il faut les prendre au sérieux. Les projets là, vos autres projets là que vous faites là, ils ne vont pas mobiliser autant d'argent que vos 3 projets là. Vraiment, j'ai rarement vu aussi original et aussi chose. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une quête de valeur. Hein? Regardez ce que vous êtes en train de faire. Ce à quoi vous êtes en train de donner des valeurs. C'est presque des non-valeurs et vous leur donnez de la valeur. Et surtout, si vous y pensez par rapport à des marchés extérieurs, je pense que certains d'entre vous, là, je les vois milliardaires. Ils me donneront ma part quand même, j'espère. Si c'est possible, de toute façon, tout à l'heure, on fait le point, et puis dans 5 minutes, on peut arrêter pour faire le point. Ça reste de temps. Awa, vous avez 5 minutes pour nous faire l'économie de votre projet. Alors, c'est des choses, ces exercices aussi ont pour vocation de vous habituer quand même à la communication orale. Mais aussi, cela veut dire que vous vous êtes exercé aussi dans une communication écrite. L'entrepreneuriat qu'on réussit, c'est quand même celle qu'on réussit à vendre. Hein? Et il faudra que vous maîtrisiez l'ensemble des paramètres. Chacun d'entre vous ne devra pas rester dans son coin en disant « moi, je suis juriste, je ne m'y connais pas en finance » ou « moi, je suis financier, je ne m'y connais pas en technique de production ». Porter un projet, c'est faire l'effort de s'approprier de l'ensemble des éléments de ce projet. Je crois que ça, c'est fondamental. Donc, Awa, you have the floor. Alors, tâchez de briller. Bonjour. Bon, je vais vous présenter notre business plan et laisser à M. Diop. D'accord. Nous avons un projet de mise en place d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'aliments pour poissons. Cette entreprise a pour nom Sen Ali Djen. Sen, Sénégal, Ali comme aliment et Djen, le poisson. Donc, nous présentons 2 produits. Nous fabriquons des aliments en poudre pour les alevins et des aliments en granulés dont le diamètre varie entre 2 et 5 mm. Donc pour la localisation, nous avons choisi Richard Toll parce que c'est une zone où il y a une forte concentration de fermes piscicoles. Donc nous avons choisi cette zone. L'implantation de l'entreprise ensuite. Bon, pour le profil et expérience des professionnels promoteurs, l'entreprise est constituée d'une grande variété de professionnels. Il y a des spécialistes en pisciculture, des gestionnaires d'entreprises, des spécialistes en marketing, en management, entre autres. Donc là, pour les raisons de création de l'entreprise, nous savons tous que la pêche est en train de mourir dans un silence consterné. Et parce qu'il y aura toujours un peu de poissons dans nos marchés,
on l'oubliera. Donc face à cette situation, l'aquaculture est considérée comme une clé de rechange face à cette situation. Et il y a un principal problème ici au Sénégal. Le principal problème des aquaculteurs, c'est l'aliment. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons mettre en place cette entreprise pour répondre aux problèmes des pisciculteurs locaux, mais également à ceux de la sous-région, des pisciculteurs de la sous-région également. Donc pour les atouts et points forts. Voilà. L'utilisation des aliments proposés par Sen Alidjan. Donc notre aliment renforce le système immunitaire des poissons. Parce que le goé est un antibactérien, etc., antiseptique, antifongicide également. Donc la poudre de Cyperus rotundus, goé, donc goé a pour nom scientifique Cyperus rotundus, joue un rôle crucial dans notre produit. En effet, Cyperus rotundus permet aux poissons une résistance aux maladies, mais aussi aux bactéries et aux parasites. Les bactéries et les parasites qui sont présents dans les fermes, notamment dans les étangs piscicoles, les bassins, etc. Donc Cyperus rotundus permet également de préserver l'aliment des effets toxiques, de traiter l'indigestion, la constipation et les maladies de la peau. Donc là, nous sommes aux dispositions prises pour la création de l'entreprise. Donc j'ai eu à faire des expériences sur des sujets de tilapia, Oreochromis niloticus, que j'ai alimenté avec ces Cyperus rotundus. Donc Cyperus rotundus, comme je l'ai dit tantôt, c'est le goé. Donc en 45 jours, j'ai eu un gain de poids qui est passé de 1,4 g à 17,6. Donc, Cyperus rotundus accélère la croissance des espèces. En plus de ces activités-là sur le système immunitaire, c'est une plante qui accélère la croissance des espèces, ce qui montre que l'efficacité de notre aliment. Donc, les caractéristiques du produit. Donc, nous allons passer aux caractéristiques du produit. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, deux types de produits. Des produits en poudre et un aliment en poudre et un aliment en granulé. Là, il y a des sacs de 5 kg, de 15 kg et de 25. C'est détaillé. Donc, je vais passer la parole à M. Diop, qui va nous parler de la partie financière. D'accord. Bonjour, chers tous. Chez Cheikh Tidiane Diédhiou, je suis chargé de vous présenter la partie financière de notre projet. Pour la partie financière, nous avons les désignations, la quantité, les prix, les montants, la durée d'utilisation prévue et les amortissements des matériaux utilisés. Nous avons d'abord, pour la première partie, le premier, c'est le local. Le local, c'est à 150 000 le mois. Donc, combiné pour les 3 mois, les 2 mois de caution, et le deuxième mois, l'autre mois, ça fait 3 mois, ça nous donne 400 000. L'aménagement et l'installation pour le local, ça nous revient à 200 000. L'équipement industriel, c'est à 3 millions. Amortissable sur 4 ans. L'aménagement, c'est amortissable sur 5 ans, ce qui nous revient à 750 000. L'équipement informatique, nous avons pour le prix unitaire à 500 000. Le montant, c'est à 500 000 pour une durée d'utilisation de 4 ans, amortissable sur 125 000 par année. Le mobilier et matériel de bureau, nous avons désigné 3 maximum, ce qui veut dire que ça nous revient à 150 000, 50 000 fois 3, amortissable sur 3 ans. Nous avons aussi les forfaits de 100 000 pour juste un mois. Donc pour ce forfait, nous avons inclus les frais pour le Wi-Fi, le téléphone, pour d'autres charges, n'est-ce pas, qui vont dans l'incubation des matériels qui pouvaient permettre pour l'utilisation professionnelle de ça. Donc le total, le montant global nous revient à 4 millions, n'est-ce pas, sans compter le montant des besoins en fonds de roulement qui nous revient à 500 000. Donc, il vous reste 2 minutes. Merci. Ce qui nous revient à 4 900 000 pour le total du projet. Merci beaucoup. Très bien. C'est fini pour le groupe. Il vous reste 1 minute, c'est bon? Il n'y a pas de rajout, complément, c'est bon? Très bien. On passe à vous, Madame Sarr. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aminata Sarr. J'ai un profil en sciences de l'environnement.
option gestion des ressources naturelles et développement durable. C'est la porte-parole de l'entreprise Noboy Énergie. Donc l'objectif de Noboy Énergie, c'est d'abord la production de charbon à base de déchets organiques d'origine végétale et déchets organiques d'origine animale. Et les déchets liquides que l'on ne pourra pas traiter en charbon, nous allons les utiliser pour la production de gaz qui va aider au fonctionnement de l'entreprise. Donc nous n'allons pas acheter du gasoil ou de l'essence pour faire fonctionner nos machines. On va les faire fonctionner au biogaz, Inch'Allah. Et nous allons aussi utiliser les digestats, c'est-à-dire les déchets du biogaz, pour la production de compost. Et l'objectif, en fait, c'est d'éviter la déforestation de nos forêts, car, comme vous le savez, nous perdons une superficie de 40 000 hectares par an de massifs forestiers, et une bonne partie est due à la production de charbon. Et comme vous savez, il y a des périodes où on manque de charbon à Dakar et dans les principales villes, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé la production de charbon bio. Nous sommes localisés à Bayar, Thiès, pour la raison de l'approvisionnement, car Bayar est une zone rurale et on a là-bas des agriculteurs, il y a des industries avicoles. On peut utiliser les déchets de l'industrie avicole pour la production aussi biogaz et biocharbon. Donc on peut aussi s'approvisionner à Mbebes, mais on peut s'approvisionner à la forêt classée de Mbao aussi. Notre fonds d'investissement est de 33 328 575 francs CFA. Et nous comptons faire un investissement propre de 10%, c'est-à-dire de 3 300 francs CFA. Le délai de récupération du capital est estimé à 1 an, 6 mois à peu près. Mais on peut le récupérer en moins d'1 an, 6 mois. Le nombre d'emplois créés sera de 11. On aura 7 opérateurs pour le fonctionnement de l'usine, 2 gardiens pour la sécurité. On aura aussi, on va payer les populations pour qu'ils nous aident à la collecte au kilo. Et tout cela feront partie des emplois créés. Donc ce sont les emplois périphériques qu'on n'a pas introduits dans les 11. Les avantages du produit, c'est que le produit s'allume rapidement par rapport aux autres types de biocharbon qu'on a sur le marché. Car la production est faite localement et on tient compte des caractéristiques dont ont besoin les populations. On peut l'allumer même avec le vent sans utiliser les éventails et tout. On regarde juste la direction du vent pour l'allumer. Ensuite, il ne coûte pas cher, donc tous les matériaux qui sont utilisés, ce sont des matériaux de recyclage. Il vous reste 3 minutes. D'accord. Les profils qu'on a au niveau de l'entreprise, ce sont des ingénieurs en énergie renouvelable, on en a dans le BTP, on a des informaticiens, on a aussi des experts en agroforesterie et je crois qu'on en a aussi en agriculture et transformation agricole. Donc les raisons pour lesquelles on a mis en place cette entreprise, c'est pour pouvoir assurer l'approvisionnement en charbon et permettre à tous les ménages de disposer de combustible domestique chez eux à tout temps. Donc les concurrents qu'on a, c'est un peu partout dans le Sénégal. On en a à Saint-Louis, ils produisent de charbon à base de Tifa. On en a aussi à Ross Béthio, c'est toujours dans Saint-Louis. Aussi, il y a 2 entreprises qui s'appellent Bioterre. L'une c'est Bioterre, l'autre c'est Brades. Donc comme j'avais dit, le problème qu'ils ont avec leurs produits, c'est qu'ils n'arrivent pas à bien les allumer. En fait, leurs produits sont plutôt conformes pour l'utilisation en usine. Parce qu'en général, ils utilisent des extrudeuses qui viennent de l'extérieur. Et ces machines-là, ça permet de produire des produits qui vont être utilisés dans les usines de production d'électricité, par exemple. Donc c'est difficile à allumer.
Donc, les opportunités de marché qu'on a, le charbon, en fait, ce n'est pas seulement pour la combustion. On peut l'utiliser aussi pour l'épuration de l'eau. Et c'est un antioxydant naturel, un antibactérien aussi. Et on a aussi la possibilité de diversifier nos produits par la production de pâtes dentifrice à base de charbon. On peut aussi se mettre dans le marché du cosmétique avec les masques faits à base de charbon, infusés au charbon. Et on peut même traiter la fièvre jaune, car une camarade a parlé de la pharmacopée traditionnelle. On l'utilise avec le gargambosé, on l'infuse et on le boit, mais on ne le boit pas pendant toute une journée, car le gargambosé est reconnu comme toxique. Donc ça peut traiter des maladies aussi. Donc les marchés que l'on a ciblés, ce sont d'abord les ménages, car c'est beaucoup plus facile d'écouler son produit avec le consommateur de tous les jours. Ensuite, on a proposé aussi de vendre ça au niveau des supermarchés, les grandes surfaces. On veut aussi le vendre au niveau des supérettes, c'est-à-dire les supermarchés de proximité, dans les boutiques, dans les hôtels, les restaurants, ceux qui font les lakadiennes aussi. On va vendre partout où on pourra, les débiteries, les forgerons et les bugiers. Donc, c'est ce qu'on a prévu de faire. Vous avez épuisé. Allez-y, M. Sen. Bonjour tout le monde. Notre projet consiste à valoriser le pastèque. Donc, ce qu'il sera question de faire, c'est de produire des pastèques, en même temps acheter des pastèques au niveau des producteurs. Ensuite, les produits qu'on va fournir sont le jus de pastèque, la farine avec les grains de pastèque, farine alimentaire bien sûr, mais également des graines grillées pour le grignotage, et ensuite aliments de bétail et huile de graines de pastèque. Donc, pour dire pourquoi on a choisi ça, donc pour valoriser la pastèque avec toutes les valeurs nutritionnelles qui se trouvent dans le jus, aussi bien également dans les graines. Donc, il y a des facteurs nutritionnels, des facteurs également thérapeutiques comme antioxydants, vitamine A, ensuite anti-vieillissant, tout ça dans les graines de pastèque. Mais également, l'huile est réputée pour sa haute valeur nutritionnelle et sa haute valeur énergétique, avec sa composition en acides gras insaturés, également comme les acides oléiques et acides linoléiques, qui sont bons surtout pour les femmes enceintes. Donc, pour dire combien c'est important le produit, mais méconnu au niveau du Sénégal. Donc, voilà les services qu'on va produire. Donc, notre réseau de distribution sera évidemment le marché local, également les supérettes, les pharmacies, parce que l'huile également c'est très bon pour la cosmétique. Donc on va tout ce réseau de distribution. Donc comme investissement, nous aurons besoin d'investissement pour les équipements de production, à savoir les machines d'extraction d'huile, machine d'extraction du jus, ensuite pasteurisateur et des machines conditionneuses. Donc le coût d'investissement nous reviendra à 34 millions environ, 34 millions. Donc, et notre chiffre d'affaires annuel sera de 258 320 000 francs. Donc voilà en résumé. Donc bon, excusez-moi les experts, nous avons au niveau du groupe des techniciens agronomes, également des techniciens en agroalimentaire, des techniciens en informatique, des informaticiens, des économistes. Bon, on a tout pratiquement le personnel nécessaire pour gérer l'entreprise. Donc, en résumé, voilà ce qui est... Tellement l'entreprise elle est grande qu'on a une contrainte de temps pour effectivement chiffrer tout. C'est ça aussi, quoi, parce que les produits sont variés, sont nombreux, donc, et que les équipements également sont variés.
Donc, c'est cette contrainte de temps qu'on a, mais à peu près. Ce qui est important, c'est l'apport de produits nouveaux sur le marché, mais également des produits de haute valeur nutritionnelle. C'est bon? Merci. Est-ce que vous avez une critique à adresser à l'ensemble des groupes? Pourquoi on s'investit en entreprise? L'argent. Où est la rentabilité chez vous? Où est-elle chez eux? Où est-elle ici? Cela n'a pas été mentionné. Dans aucun de vos exposés, vous n'avez parlé de rentabilité et de bénéfices. Je crois qu'il faut faire le constat. Maintenant, peut-être les corrections, c'est pour l'avenir. Hein? Mais j'ai soulevé cet élément-là, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas satisfaisant. C'est largement satisfaisant. Vous êtes pratiquement en début de parcours. Aujourd'hui, vous êtes dans un moule où vous avez compris que l'entrepreneuriat, c'est une quête de cohérence, d'harmonie avec un contexte, avec une personnalité, avec un marché, avec des exigences de financement et des exigences de rentabilité. Ce résultat-là, pour que vous soyez arrivé à cela en si peu de temps, c'est un acquis majeur. Maintenant, il faut ouvrir les tiroirs du contexte, de la personnalité, du marché, du financement, de la rentabilité financière et de la rentabilité économique et remplir. C'est cela qui va vous permettre d'acquérir les techniques. Mais cela ne suffit pas. Quand vous allez vous présenter devant un jury de financement, les gens peuvent vous dire, dites-nous en 2 minutes pourquoi on devrait croire en votre projet. Et ça, c'est des exercices que vous devez faire. Ne vous laissez pas écraser par le groupe. J'en vois qui sont dans leur coin timidement, qui regardent de très loin, qui écoutent, qui sont observateurs. Ce n'est pas ce que vous êtes venus faire ici. Imposez-vous. Quand vous ne comprenez pas, posez des questions, participez, essayez vous-même de vous remettre en cause, de vous évaluer. C'est cela le but. Donc, il est fondamental qu'il y ait un ensemble de compétences qui soient installées avec vous. On vous a donné une série de 16 compétences, attitudes, motivations. En plus maintenant du savoir-faire, des techniques managériales qu'il faut acquérir. Vous avez très peu de temps pour le faire. Mais vous pouvez y arriver si vous vous donnez le temps. Si vous venez en amateur, vous risquez de perdre votre temps. Ne venez surtout pas en amateur. Les outils qu'on vous offre, le cadre dans lequel vous êtes au niveau du PSEJ, les moyens d'accompagnement du PSEJ vous permettent quand même de donner vie à quelque chose qui est essentiel en vous. C'est une part de vous, ça sort de vous, c'est vous qui créez. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est pourquoi ça nécessite de chacun d'entre vous, évidemment, un voyage intérieur. J'allais même dire un tribunal de conscience. Est-ce que j'ai fait l'essentiel? Et je crois que si vous faites l'essentiel, vous allez tous y arriver. Il y a des gens qui disent qu'il y a certains qui sont entrepreneurs, d'autres ne le seront pas. Je n'y crois pas. Je crois que tout un chacun qui se donne les moyens de s'investir peut arriver à un mieux-être, peut arriver à un meilleur résultat. Je vous assure que si vous vous donnez la peine de maîtriser l'ensemble des disciplines que comporte l'entrepreneuriat, si on vous parachute dans n'importe quel pays du monde, vous aurez l'occasion de gagner votre vie. Et ensuite, l'autre aspect, c'est que si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous êtes expert en entrepreneuriat, ben, il y en a très peu. Surtout les dames. L'entrepreneuriat féminin, aujourd'hui, reçoit une sanction très favorable de l'ensemble des partenaires au développement. Dans l'ensemble des pays, on veut promouvoir l'entrepreneuriat au développement. Et si en plus de ça, vous avez la faculté d'être expert en entrepreneuriat, ça veut dire que vous savez analyser un contexte,
vous savez évaluer une personnalité, vous savez analyser un marché, vous savez maîtriser un marché, vous savez agir sur un marché, vous savez structurer un financement, vous savez évaluer un projet pour dire il est rentable financièrement, économiquement, et vous avez une appréciation globale sur ce projet. Là, vous avez une clé. Vous êtes indépendant pour toute la vie. Aujourd'hui, un expert en entrepreneuriat, facilement, il a entre 300 000 et 1 million de jours, les gars. Et ce n'est pas un rêve, ce que je vous dis. Mais ça suppose qu'on s'investisse. Acceptez de vous investir. Acceptez à ce niveau-là de comprendre que vous avez la possibilité de tenir les clés de votre vie. Être maître de son destin. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Quelque part, quand on y arrive, on a des raisons d'être fiers. Vos parents aussi. Eh oui, je parlerai comme le parent que je suis. Ils ont couru derrière vous. L'école primaire, l'examen d'entrée en 6e, le certificat d'études, quand vous passez des examens, vos parents sont plus stressés que 10 000 candidats. Quand vous échouez, c'est eux qui échouent. Quand vous réussissez, c'est vous qui réussissez. Ensuite vient le lycée, le fameux bac. On pense que tout est terminé. Vous avez déjà fait 13 ans quand même. Les parents se sont sacrifiés à courir derrière vous. Et puis vient l'université. 4 ans ou 5 ans. Ça fait déjà 17 ans qu'ils attendent. Et comme vous êtes la génération des ingrats, quand vous aurez un petit quelque chose, ou quand les filles auront rencontré un garçon qui n'a qu'une veste, la plus belle, c'est celle-là qu'elle porte pour venir chez vous et demander la main, votre main à votre papa, vous allez abandonner vos parents. Les garçons, ce n'est pas la peine de les convaincre de rester, ce n'est pas des compagnons. Donc, puisque vous êtes ingrats, réussissez au moins pour vous. L'autre aspect, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Nos économies sont faites de telle manière qu'on ne peut pas vous offrir d'emploi. Ce que vous avez entre les mains, là, c'est de l'or en barre. Je ne le dis pas parce que je veux juste vous amener à vous impliquer, mais parce que je le vis. Parce que j'ai vu des jeunes gens comme vous commencer, tatillonner, chercher leur chemin. Et puis à un certain moment, une découverte. La voie d'eux. Donc je crois que vous pouvez y arriver. Mais surtout aussi, vous avez quand même un défi. Je vous ai dit, nous, la génération de vos parents, nous avons vécu peut-être la fin de la colonisation, mais nous avons été décolonisés. Quelque part là, il y a un retard quelque part. Il y a un complexe, ce que vous n'avez pas. Vous recevez les mêmes enseignements que les jeunes Européens, les jeunes Américains, les jeunes Asiatiques. Eux sont maîtres du monde. Est-ce que vous allez être les derniers? Donc c'est pourquoi vous comprenez à quel point il est important de créer. Parce que, comme on dit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ou vous serez d'éternels dominés, ou alors, dans 5 ans, vous allez nous apporter la satisfaction de dire, voilà l'ordinateur que j'ai créé. Pas pour l'Afrique, mais pour qu'il rayonne dans le monde. Le téléphone que j'ai créé, pas pour l'Afrique, mais pour qu'il rayonne à travers le monde. Je vous assure que si vous y croyez, vous allez y arriver et vous allez faire des merveilles. Aujourd'hui, si vous parcourez le monde, les jeunes Africains font partie des plus brillants. Ils sont parmi les meilleurs. Allez dans toutes les grandes universités du monde. Vous trouverez de jeunes Africains comme vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne retrouvera pas cette germe d'excellence, de noblesse parmi vous? Vous avez les moyens. Le PSEJ vous offre au moins un parcours d'excellence.
essayer d'en tirer le maximum pour après peut-être poursuivre ailleurs. Mais je crois que vous avez l'occasion parce que malheureusement, nos universités ne sont pas outillées pour aller dans le sens. Le PSEJ est à la rencontre donc de deux courants. Quelque part l'université, quelque part la pratique. Du point de vue des enseignements, du point de vue des enseignants, du point de vue des parcours, du point de vue des méthodes d'enseignement, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Et je crois que ce nouveau-là, justement, il peut aider à générer aussi de nouveaux acteurs, ce que vous êtes destinés à être. Je pense que ce à quoi nous sommes arrivés en l'espace de 5 jours, mais si vous le poursuivez jusqu'au terme donc, du cursus, vous avez toutes les chances, en tout cas, de détenir la clé de votre destin. Alors, à chacun d'entre vous, de faire son voyage intérieur et de se dire, je suis fait pour ça, ça m'intéresse. Je continue, j'y mets le maximum. Ça ne m'intéresse pas, les gars, ciao. Je crois qu'il ne faut pas perdre du temps. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que pour vous, pour votre réussite personnelle, mais aussi, si demain vous devez aider d'autres à s'épanouir, être expert en création et développement de PME, vous pouvez largement gagner votre vie. Et c'est ainsi qu'il faut le comprendre, et c'est ainsi qu'il faut prendre au sérieux ou pas ce que vous êtes en train de faire. J'avais l'habitude d'accompagner, malheureusement, je n'ai plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, en ce qui concerne ces 3 projets, je vous promets que je suivrai, j'accompagnerai, j'apporterai mon concours. Comme je vous ai dit aussi, la petite note négative, non seulement ici vous êtes quelques 80, imaginez que je vais répondre aux mails de 80, aux coups de fil de 80, c'est difficile. Mais enfin, ça ne veut pas dire que le cordon ombilical est coupé. Non, il n'est pas coupé. J'ai dit que vous êtes ingrat, mais le parent, il ne coupe jamais le cordon ombilical. C'est vous qui coupez, mais jamais nous, les parents. Donc, je vous donnerai toujours l'occasion de déposer un pli à mon attention au niveau de l'administration. On me le fera parvenir, rassurez-vous, j'y répondrai. Donnez-moi juste un numéro de téléphone, une adresse email et dites-moi, voilà le problème pour lequel je vous sollicite. Maintenant, les projets en question. Je pense qu'on peut arriver à des résultats que vous ne soupçonnez pas avec ces projets. J'ai rarement vu une approche aussi originale. Aussi bien dans les produits premiers que les produits de diversification, vous pouvez avoir des opportunités qui peuvent être de très belles opportunités. Il y a maintenant des exigences, il y a un peu de sérieux, il y a des partenariats qu'il faut construire, il y a des recherches qu'il faut faire. Cela, on pourra vous aider à le faire. On s'impliquera et je sais que Mme Diallo, vous l'avez déjà vu, vous avez senti, très dynamique, très disponible, très forte, mais très rigoureuse. Donc si vous êtes au rendez-vous de ces principes-là, elle vous accompagnera, c'est sûr. Nous autres aussi qui accompagnons, nous apporterons évidemment notre petite graine. Je voudrais vous encourager à poursuivre. Et en espérant ou en étant, je préfère être sûr que vous allez y arriver. Et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Maintenant, quand vous y arriverez, quand même, ayez une petite page de générosité pour vos parents et pensez à le retourner. Vous ne pouvez pas payer la dette, mais pensez au moins à le faire pour apporter une satisfaction à vos parents, mais aussi, il y a une autre dette. C'est un pays à qui vous devez tout. Donc, il faut apporter votre contribution. Et si vous êtes dans cette démarche de générosité envers votre famille, envers votre pays, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. C'est tout le bien que je vous souhaite. Bonne continuation. Que Dieu vous garde. Et à bientôt, Inch'Allah.